Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque consacrée au Festival du film fantastique de Gérard May, dont la 30e édition s'est achevée il y a quelques jours. Un petit événement pour moi dans la mesure où il s'agissait là du tout premier festival auquel j'assistais. Et perdre sa virginité de festivalier à Gérard May, je peux vous assurer que ça vous change un homme. Après avoir eu un avant-goût de ce festival emblématique du cinéma de genre en France avec l'édition en ligne de 2021, tous les astres étaient donc alignés pour que je puisse profiter cette année de la programmation bien sûr, mais également de l'ambiance et des paysages vosgiens. À mon menu pour ces 5 jours de festival, 13 films, dont 8 sur les 9 présentés en compétition et 5 en hors compétition, plus un documentaire présenté lui aussi hors compétition. De quoi être pleinement rassasié. Seul bémol, n'avoir pas pu obtenir de place pour la masterclass de Kim Ji-woon, ainsi que pour le film La Montagne, présenté en compétition mais que j'ai dû sacrifier au profit d'un autre long métrage auquel je tenais absolument. Un festival représentant l'occasion idéale pour redevenir curieux et accepter de se laisser surprendre, voyons maintenant si la sélection aura su me faire frissonner autant que les températures extérieures. C'est parti! Au programme de cette première journée, le long métrage d'ouverture, à savoir Blood, film américain réalisé par Brad Anderson, auquel on doit notamment l'excellence de Machiniste en 2004, avec Christian Bale dans le rôle principal. Une bonne entame de festival, même si j'en attendais quand même plus de la part du réalisateur. Excellente prestation de Michelle Monaghan, en mère au passé chargé, prête à tout pour sauver un fils souffrant d'une étrange addiction, ce dernier s'enfilant les poches de sang comme d'autres se descendent des pommes-potes. Anderson entretient le mystère, ne dévoilant jamais l'origine du mal se nichant dans le creux de ce putain d'arbre, et ce n'est pas plus mal finalement, même si le réalisateur nous tease une potentielle suite lors d'une scène post-générique pour le moins inutile. Un thriller surnaturel qui frôle parfois le ridicule, mais reste étonnamment plaisant. Au programme de cette deuxième journée, 3 longs métrages en compétition, dont Piaf, film allemand réalisé par Anne Oren. Reproduction des fougères, antidépresseurs, musique techno et femmes bruiteuses de cinéma se découvrant une queue de cheval, comprendre une vraie queue de cheval, le film est une proposition pour le moins originale qui tente de s'affranchir de bon nombre de conventions. La réalisatrice brouille les frontières entre humain et animal et renouvelle le fétichisme sexuel pour un récit sur l'affirmation de soi qui m'a laissé légèrement dubitatif. Il est d'ailleurs le film que j'ai le moins apprécié du festival, sans pour autant l'avoir détesté, un film qui ne sera clairement pas au goût de tout le monde, il aura quand même obtenu le prix du jury ex aequo. On continue cette deuxième journée avec l'un des meilleurs longs métrages présentés en compétition, le film américain Watcher de Chloé Okuno. Comme pour Anne Oren, il s'agit là aussi du premier long métrage de la réalisatrice, un thriller paranoïaque oppressant dans lequel une jeune femme ayant suivi son mari en Roumanie pour raisons professionnelles se retrouve isolée, semblant alors attirer l'attention d'un étrange voisin. D'autant plus angoissant pour elle qu'un tueur surnommé l'Araignée sévit dans les alentours et que ni la police ni son mari ne semblent prendre ses craintes au sérieux. S'ensuit le doute, qui surveille qui est la proie, qui est le chasseur, et une dégradation mentale parfaitement maîtrisée, l'excellente Maïka Monroe, l'héroïne de It Follows, contribuant beaucoup à la réussite du film, lequel s'est vu décerner un prix spécial, celui du 30e anniversaire. Et pour finir cette deuxième journée, le long métrage français La Tour de Guillaume Niclou. Cerné par une nuit noire, un néant absolu, angoissant et mortel, une tour de banlieue devient une immense prison dans laquelle chacun tente de survivre mais où les instincts les plus primitifs refont surface. Peu importe l'origine ou la nature de cette menace extérieure, le réalisateur entend avant tout sonder l'âme humaine. Et ce n'est pas beau à voir. L'homme est un loup pour l'homme et aucun espoir ne semble pouvoir émerger.
Sombre et éprouvant, le film aurait mérité que certaines pistes soient un peu plus développées et que le personnage féminin principal reste au premier plan. Au programme de cette troisième journée, Huesera, film mexicain et péruvien de Michel Garza Cervera, dans lequel une jeune femme, prise entre des désirs anticonformistes et la pression sociale, familiale et religieuse exercée sur ses épaules, se retrouve finalement enceinte. Au-delà du poids des traditions, le film vient également nous rappeler que la grossesse n'est pas une partie de plaisir. Une maternité sous emprise démoniaque assez convenue à la fois dans son récit, certaines pistes ayant mérité d'être approfondies, et dans ses effets, notamment une créature contorsionniste déjà vue 1000 fois. Un premier film prometteur mais bien trop sage. Toujours hors compétition, le film espagnol Irati de Paul Urquijo Aliro, venu d'ailleurs sur scène pour nous le présenter. Réalisateur à qui l'on doit Elementary en 2017, il puise une nouvelle fois dans ses racines et nous offre une plongée virtuose et envoûtante dans la mythologie basque du 8e siècle, au moment où le christianisme se répand en Europe et où l'armée de Charlemagne tente de traverser les Pyrénées. Obtenant la victoire grâce au pacte de sang passé avec une ancienne déesse, le chef de la vallée, avant de mourir, fait promettre à son fils Eneko de protéger et de diriger son peuple dans la nouvelle ère. Conte fantastique où certaines croyances, profondément ancrées dans la nature, luttent pour leur survie et dont les femmes en sont le cœur battant, Irati est une production pleine d'ambition, à la fois personnelle et universelle, une aventure épique et poétique qu'il me tarde de redécouvrir. En compétition cette fois, Memory of Water, film finlandais, allemand, estonien et norvégien de Sahara Saharella. Se déroulant dans une union scandinave fictive, après une guerre civile ayant contraint les autorités à limiter la consommation d'eau, Memory of Water suit le personnage de Noria, jeune femme dont la force tranquille va la guider à travers une dangereuse odyssée pour la survie de son peuple. De la SF visuellement très soignée malgré le faible budget, mais qui préfère malheureusement s'attarder sur l'évolution bien trop prévisible de son héroïne, plutôt que sur les thématiques intéressantes abordées dans son exposition. Toujours en compétition, et pour conclure cette troisième journée, le film irlandais, philippin, britannique et américain The Nocebo Effect de Lorcan Finnegan. Présent sur scène pour introduire son nouveau long métrage, le réalisateur, à qui l'on doit l'excellent Vivarium en 2019, revient avec un thriller psychologique baignant dans de la folk horror, où une créatrice de mode, frappée par une mystérieuse maladie, voit l'arrivée d'une jeune domestique philippine, adepte de la médecine locale traditionnelle, lui révéler la terrifiante origine du mal qui la frappe. Ici, la manipulation du corps et de l'esprit accouche d'une vérité brûlante, la culpabilité longtemps refoulée refaisant surface, le prix à payer n'en est que plus terrible. J'attendais évidemment beaucoup de ce film, ayant particulièrement apprécié Vivarium. Si je l'ai trouvé plutôt globalement efficace, il évente néanmoins un peu vite son mystère et s'avère un poil trop simpliste dans son message à mon goût. Au programme de ce quatrième jour, King on Screen, documentaire français, américain et belge de Daphné Béouir. Passé une partie fiction ultra référencée et plutôt drôle en guise d'introduction, le documentaire consacré à Stephen King sur petit et grand écran, monté via financement participatif et approuvé par le maître lui-même, s'avère malheureusement trop conventionnel dans sa forme, peu diversifié au niveau de ses intervenants, et finalement superficiel dans ce qu'il nous dit de l'univers de l'écrivain du Maine et de l'homme en lui-même. En
compétition et pour conclure ce 4e jour, un gros morceau avec le film espagnol et argentin La Pieta, réalisé par Eduardo Casanova et produit par Alex de la Iglesia et Carolina Bang. Le long métrage suit la relation malsaine entre un jeune homme et sa mère qui refuse de voir son fils quitter le nid douillet ou encore même mettre le nez seul à l'extérieur. Une relation de codépendance qui atteindra un nouveau sommet lorsque la maladie s'immiscera dans leur vie. Hilarant, tragique, hystérique, absurde, surréaliste, le film ne plaira vraisemblablement pas à tout le monde du fait d'une certaine surenchère. Couper le cordon, s'évader d'une prison rose peut s'avérer effrayant, et La Pieta s'autorise tous les excès, brillamment porté par Angela Molina et Manel Lunel, duo principal irrésistible au jeu parfaitement complémentaire. Un long métrage que je considérais comme le favori du festival et qui a justement été récompensé du Grand Prix, mais également du prix du public et du prix du jury jeune. Hâte de pouvoir le revoir et de pouvoir aussi découvrir Skin, le premier film d'un réalisateur à l'univers bien singulier et au talent indéniable. Au programme de ce 5e et dernier jour de festival, le film belge Zeria de Harry Cleven. En 2056, Gaspard, 100 ans et plus beaucoup de temps à vivre, écrit une longue lettre à Zeria, son petit-fils, vivant sur Mars où l'humanité a trouvé refuge depuis des années. Évoquant une vie faite de tragédie et d'amour dans une Europe d'après-guerre, ce message du dernier homme sur Terre au premier enfant né sur Mars, dans une forme hybride entre animation et prise de vue réelle, aboutit à un film à la fois empreint de tendresse et de désespoir. Une proposition singulière, troublante et émouvante. Il est celui pour lequel j'ai dû faire l'impasse sur La Montagne de Thomas Salvador. Romé Balaguerro était présent à Gérardmer pour un hommage rendu par le festival, mais également pour présenter son nouveau long métrage Vénus, adaptation libre de la nouvelle de Lovecraft, La Maison de la Sorcière. Balaguerro, à qui l'on doit notamment La Secte sans nom en 1999, Darkness en 2002, Fragile en 2005 et bien sûr 3 volets de la saga REC, les 2 premiers volets en 2007 et 2009, co-réalisés avec Paco Plaza, et le 4e, REC Apocalypse, réalisé en solo en 2014. Produit lui aussi par Alex de la Iglesia et Carolina Bang, Vénus, thriller mafieux sur fond d'horreur cosmique, nous entraîne dans la tentative désespérée de Lucia d'échapper aux hommes de main du patron à qui elle a dérobé un sac bourré de pilules bleues. Trouvant refuge dans l'immeuble où vit une sœur avec qui elle entretient peu de rapports, elle se rend compte que l'endroit, en grande partie vidé de ses habitants, semble cacher quelques sombres secrets. Doublement piégée, notre héroïne se voit offrir dans le dernier tiers une renaissance aussi improbable que réjouissante. C'est que le film joue la carte de l'imprévisibilité, passant d'un genre à l'autre pour notre plus grand plaisir. On continue cette 5e journée avec un autre film espagnol, The Elderly, réalisé par Raúl Cerezo et Fernando González Gómez. Après le suicide de sa femme, un octogénaire est recueilli par son fils, lequel vit avec sa fille et sa nouvelle femme. Mais le vieil homme ne tarde pas à adopter un comportement pour le moins étrange, une démence qui semble atteindre toutes les personnes âgées, alors que la canicule frappant le pays ne cesse de s'intensifier. Le film aborde évidemment toute la difficulté qu'il y a à s'occuper chez soi d'une personne malade dont on se sent redevable, tout en protégeant le reste de la famille d'une attitude de plus en plus agressive. Dans sa première partie, le long métrage parvient à rendre compte de la lente implosion de cette famille, puis à faire monter la pression d'un cran dans une seconde partie proprement angoissante avec des personnes âgées montrées sans phare, inarrêtables, froides et implacables. Mention spéciale à Zorion Eguileor, acteur que l'on a pu voir notamment dans La Plateforme. Cinéma espagnol, encore et toujours, pour conclure cette 5e journée et ce festival de Gérardmer avec The Communion Girl de Victor Garcia, lequel nous entraîne en 1987 alors que Sarah et sa meilleure amie Rebe reviennent de soirée et découvrent dans les bois une poupée habillée en communiante. Tentant de transposer une horreur à l'américaine, et même asiatique, dans un cadre européen, plus précisément espagnol, le film peine à se démarquer véritablement. Poupées maléfiques et malédictions sont au menu, mais rien qu'on n'ait pas déjà vu ailleurs, certaines références étant d'ailleurs plus qu'appuyées. Rien de bien neuf malheureusement, sachant qu'il s'agissait là du 3e film d'affilée que je voyais dans l'après-midi, l'impression de manque de surprise était sans doute encore plus forte. Et c'est déjà la fin de ce récapitulatif de la 30e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer.
Malgré une sélection plaisante, quoique un peu éloignée des codes du genre, et plusieurs films qu'il me tarde de revoir, il m'aura néanmoins manqué le long métrage coup de cœur, la pépite, le chef-d'œuvre dont on aurait reparlé dans 20 ans. Mais rien qui ne m'enlèvera le plaisir pris pendant cette semaine, ayant plus que jamais l'envie de retourner en festival, à Gérardmer comme ailleurs. Si vous avez apprécié cette petite virée vosgienne, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut! Close the door behind you.